Les voies à suivre aussi pour euh, tout ce qui est évacuation des déchets, les endroits de stockage intermédiaires, les endroits de stockage finaux, comment accéder donc à ces endroits et ainsi de suite. Donc, il faut, c'est différent du plan d'évacuation et de plan de circulation. Et entre le plan de circulation et tout ce qui est déchets également, parce que ça reste aussi une circulation. Donc, la circulation des engins, s'il y a, la circulation de les voies donc pour stocker les déchets et tout ça. Pardon? Donc, il y avait une petite rupture. Comme j'ai dit, dans votre plan de l'évacuation des déchets, vous allez indiquer les voies, par exemple, à suivre pour l'évacuation. Pourquoi c'est important, surtout dans votre cas? Parce que pour les activités hospitalières, ou bien les établissements de santé, tout ce qui est déchets d'activités de soins représente un risque infectieux. Donc, il ne doit pas, bien sûr, les voies ou bien plutôt, on doit respecter un certain schéma pour limiter le contact entre les personnes et entre ces déchets, si vous me comprenez. C'est comme pour, par exemple, lorsqu'on parle d'un restaurant, on a des voies spéciales pour les déchets, l'évacuation des déchets, et des voies spéciales pour la matière première. Comme ça, la matière première, elle entre, il n'est jamais en contact avec les déchets pour éviter la contamination croisée. La même chose pour les domaines, pour les établissements de santé, tout ce qui est déchets d'activité de soins à risque, il représente donc des risques d'infection, des risques de contamination biologique des personnes. Il faut avoir un plan de circulation de ces déchets ou bien les voies à suivre pour assurer que les déchets ne soient pas en contact non plus avec les humains ou bien avec voilà, voilà, donc on peut on peut voir un exemple de plan de gestion de déchets la séance prochaine. Sinon, je le partage immédiatement après la séance dans le groupe et on le discute. Donc, la séance prochaine, Inch'Allah. Sinon, comme j'ai dit pour les tuyauteries, il existe donc une signalisation, je vous en prie, il existe une signalisation spécifique, un code de couleur. euh, pour les liquides ou bien les fluides en général qui représentent un risque d'incendie, donc c'est en rouge. La vapeur, c'est en gris. En bleu, on va mettre l'air, on va désigner les tuyauteries de l'air et les conduits de l'air. En vert, donc nous avons l'eau. Les gaz en jaune, les liquides inflammables en marron. Et nous avons les acides et bases en mauve, autres liquides en noir, autres fluides en blanc, comme vous voyez sur la photo de tout à l'heure. Voilà. Et bien sûr, ce n'est pas suffisant de mettre les couleurs, il faut mettre aussi le nom de la matière ou bien du fluide en question et les différents pictogrammes qui indiquent les risques. Donc voilà, pour l'eau, bien sûr, il n'y a rien à indiquer. Ça, c'est une vanne à eau, c'est pourquoi il est en vert. Voilà. L'oxygène, par exemple, c'est un gaz, donc c'est indiqué en jaune. Donc, c'est un code à couleur. Et voici les pictogrammes de danger qui peuvent être associés aux différents fluides, mais aussi ils peuvent être associés
ou différentes, donc voilà, ou différents déchets ou bien produits ou bien lieux d'entreposage et ainsi de suite. Alors, je vais repartager parce que la présentation s'est bloquée, donc pardon. Maintenant, c'est bon, s'il vous plaît. Donc, vous arrivez à voir. D'accord. Donc, je ne sais pas pourquoi la connexion, elle est vraiment très mauvaise ces 2 jours. Donc, vous avez le pictogramme qui indique un risque d'explosion, un risque inflammable, début de feu, des carburants, de la matière carburante. Donc, il y a les combustibles et les carburants. Donc, les combustibles avec les carburants, ça veut dire qu'il y aura un feu, tout simplement. Gaz sous pression, de la matière corrosive, toxicité aiguë, et puis vous avez les produits nocifs ou irritants, les dangers pour la santé. Donc ici, par exemple, les vapeurs qui sont toxiques par inhalation, qui peuvent causer voilà, de l'irritation pour les voies respiratoires et ainsi de suite. Et nous avons aussi danger pour l'environnement. Donc les pictogrammes qui sont utilisés aujourd'hui, ce sont les losanges en rouge parce qu'il y avait un autre code, ce sont les pictogrammes en jaune. Aujourd'hui, on utilise donc cette nouvelle représentation. Donc, à chaque fois qu'il y a un danger, assurez-vous de mettre le pictogramme en relation avec le type de danger. Par exemple, pour les conduites ici, euh, on peut, l'ammoniac, il a une fiche de données de sécurité. En faisant la lecture de la fiche de données de sécurité, on va savoir quels sont les types de dangers. Donc, on vous donne déjà les pictogrammes de danger et tout, donc vous pouvez les mettre. Sinon, ces affiches, encore une fois, ils sont déjà élaborées et commercialisées. Les entreprises, elles les achètent tout simplement directement. Alors, toujours en restant dans le cadre d'incendie, il y a une thématique aussi au niveau de la réglementation marocaine qui parle de la lutte contre incendie, autre que la signalisation et l'affichage. On vous parle de plan d'opération interne, le POI. Alors, le plan d'opération interne, on peut aussi le nommer le plan d'urgence, tout simplement. Donc, c'est un plan qui va, c'est comme un guide. On a parlé l'autre fois de la constitution marocaine, c'est la constitution de l'entreprise en matière de la sécurité. C'est le guide, euh, on fait retourner à chaque fois vers ce guide voilà, c'est un manuel, c'est comme le manuel qualité, nous avons aussi un manuel pour la santé et la sécurité. Et ça, c'est exigé par la loi. Je ne sais pas, est-ce qu'il existe un modèle fixé par la législation? Je dois donc m'assurer de ça. S'il existe, je vais le communiquer. Sinon, j'ai un autre exemple à vous montrer. Donc ici, vous avez l'article 281. L'employeur doit veiller à ce que les locaux de travail soient, ça c'est en général avant d'arriver aux opérations, soient tenus dans un bon état de propreté. Donc ça c'est le côté hygiène et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des salariés, notamment en ce qui concerne les dispositifs de prévention des incendies. Donc, la salubrité, la sécurité, la propreté, l'hygiène. Donc, tout ça, c'est important. Vous le trouvez au niveau de l'article 281. L'élaboration d'un plan d'opération interne, ça, c'est le circulaire euh, interministériel du 12 juillet 1985. Alors, avant de poursuivre, je vais vous montrer d'abord un exemple de plan d'urgence, juste pour savoir qu'est-ce qu'on doit mettre dedans, quelles sont les informations, par exemple, à mentionner.
Donc ici, vous avez, euh, on va voir uniquement donc le sommaire et puis vous aurez le document. Conditions préalables, donc tout ce qui est conditions en relation avec l'infrastructure de base, parce que dès la construction des locaux, il y a déjà des obligations pour le constructeur ou bien la société, par exemple, qui prend en charge les travaux BTP et tout ça, dès la première construction des locaux, il y a des exigences en termes de la sécurité. Donc ici, pour l'infrastructure, accessibilité des ressources internes et locales, toujours en relation avec la santé et la sécurité, comme les dispositifs de lutte contre incendie et tout ça, classification des alarmes d'incendie, définition des responsabilités, hypothèses accidentelles considérées. Ça veut dire qu'on va essayer d'élaborer des scénarios possibles d'accidents. Quelles sont les hypothèses accidentelles que nous pouvons rencontrer? Par exemple, ici, les principales hypothèses accidentelles internes et externes à considérer sont les suivantes: les incendies à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment, les catastrophes naturelles, comment réagir aussi face aux autres sinistres, et les urgences sanitaires. Alors, ce plan d'urgence est mis à jour à chaque fois qu'une ou plusieurs conditions sont modifiées, que ce soit modification d'activité, euh, d'infrastructure, ou bien la survenue d'un accident grave, ou bien l'apparition d'un risque, d'un nouveau risque qu'on n'a pas pris au début en considération. Pardon. Il doit aussi contenir les mesures préventives, comme en général, quelles sont les normes de sécurité que vous employez dans votre établissement et quels sont les équipements de sécurité mis en œuvre, notamment les extincteurs, les valises de premier secours ou bien les kits de premier secours, les équipements de protection individuelle mis à disposition, l'inspection des lieux et les systèmes de protection. Donc, combien, par exemple, vous faites l'inspection des lieux, qui le fait, dans quelle procédure et ainsi de suite. Et les mesures à prendre en cas d'urgence, mesures à prendre en cas d'incendie, notamment les règles fondamentales en cas d'incendie. Je clique. Par exemple, ici, le risque d'explosion en cas d'incendie à proximité des zones dangereuses. Donc, voilà, pour eux, il y a des centrales thermiques, voitures, par exemple, cabines électriques. La consommation de l'oxygène et risque d'asphyxie d'incendie, donc interne, formation du monoxyde de carbone. Donc, les conditions, surtout ça, c'est les conditions, en fait, de possibilité d'apparition d'un feu. Et puis, voilà, c'est la procédure, les consignes de sécurité en cas d'incendie. Vous les affichez d'une façon qui est euh, résumée et concise dans les affiches, mais vous devez avoir un document de référence, un plan de référence qui donne les détails. Donc à chaque fois, on va revenir à ce document. Restez calme, ne pas paniquer, déterminer, voilà, s'il peut ou non lutter personnellement contre l'incendie en fonction de la taille et de la nature de l'incendie, des moyens disponibles, de la formation, des infrastructures et ainsi de suite. Donc, vous donnez tout simplement les différentes procédures à suivre en cas d'urgence. Par exemple, ici, comment alerter? Quelle est la procédure à suivre pour alerter? Notamment s'il est possible de gérer l'incendie personnellement ou si la tentative d'extinction échoue, il faut avertir le coordinateur de l'équipe d'urgence en fournissant les informations suivantes: votre nom, le lieu de l'incendie, la sévérité du feu et la nature de la matière brûlante. Comme ça, l'équipe d'urgence ou bien les secours externes, ils peuvent apporter l'aide convenable. S'assurer que le message a été correctement reçu, ne pas quitter le bâtiment s'il n'y a pas de danger sérieux et immédiat pour la sécurité des personnes, ne pas s'approcher du lieu de l'incendie et ne pas créer d'obstacles ni d'entraves pour échapper aux issues de secours. Donc ça, je vous donne juste des exemples et puis je vous laisse le document pour faire la lecture si vous voulez. Donc, les mesures à prendre en cas d'urgence.
Les blessures et les urgences sanitaires, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de blessure mineure? Qu'est-ce qu'il faut faire en cas de blessure majeure? Problèmes de santé et urgences sanitaires. Et puis, les consignes de sécurité en cas de catastrophe naturelle. Et puis, vous devez aussi associer des instructions pour l'appel à l'assistance. Donc, déjà les numéros de téléphone d'urgence en interne et en externe, et aussi les informations à communiquer, parce que parfois les personnes, ils appellent les secours, mais ils ne donnent pas suffisamment d'informations pour que donc l'appel à secours soit réussi. Et la procédure d'évacuation. L'annexe, par exemple, à ce document va être le plan d'évacuation qui va, voilà, être associé à votre plan d'urgence. Comme je dis, je vais chercher, je vais m'assurer s'il n'y a pas un modèle qui est fixé par voie réglementaire en ce qui concerne le contenu et j'essaierai de le partager le plus tôt possible. Toujours restant dans la lutte contre l'incendie, euh, la législation aussi insiste sur la classification, l'entrepesage et la manipulation des matières inflammables qui peuvent causer le feu. Donc, ici, l'article 282. Les locaux où sont entreposés ou manipulés des produits facilement inflammables, pardon, ne doivent être éclairés que par des lampes électriques munies d'une double enveloppe. Donc, parce que une lampe, c'est une source de température et c'est une source de flamme. Donc, on vous précise les types de lampes que vous devez utiliser. Ce sont les lampes électriques munies d'une double enveloppe. Donc, ou par des lampes extérieures derrière un verre dormant. Un verre dormant, ça veut dire aussi protégé derrière un verre. Les locaux ne doivent contenir aucun foyer, aucune flamme, aucun appareil pouvant donner lieu à une production extérieure d'étincelles. Donc les locaux, bien sûr, d'entreposage de produits inflammables, ils doivent être à l'abri possibilité donc d'étincelles ou bien une machine, par exemple, qui peut émettre une flamme et ainsi de suite. Euh, tout ce qui est aussi risque mécanique, comment dire ça? Par exemple, des machines mécaniques qui tournent notamment et qui peuvent causer une flamme, pas une flamme, donc j'ai oublié le mot en français en fait, l'étiquette. Donc, ça peut donner, par exemple, naissance à une flamme, donc qui peut commencer un feu. Alors là, toujours en général à l'abri de toute étincelle ou bien possibilité de production d'étincelles ou présentant des parties susceptibles d'être portées à l'incandescence. Oui, exactement. Bah, voilà, donc c'est le frottement. J'ai complètement oublié le mot. Donc, vous avez, par exemple, des machines ou bien des frottements, n'importe quel équipement ou bien n'importe quelle chose qui peut émettre des frottements et par la suite donner naissance à une étincelle. Parce que parfois, c'est pas parfois, mais en général, les produits inflammables, ils sont très sensibles aux flammes, aux étincelles et ainsi de suite. Donc, nous avons ici les articles 25, 26 et 27, arrêtés ministériels. Par exemple, vous pouvez avoir collecté tous ces textes de loi et les mettre dans une base de données. Cette base de données, ça va être la base de données santé et sécurité de l'entreprise. Et à chaque fois, euh, vous cherchez s'il n'y a pas de nouveauté sur le bulletin officiel. Donc ça fait partie de votre veille réglementaire. Sinon, dans les locaux où sont entreposés ou manipulés des produits facilement ou extrêmement inflammables ou des produits comburants, facilement inflammables, ce sont les produits qui, à cause d'une étincelle, peuvent s'enflammer et entamer un feu. Les produits comburants, c'est comme l'oxygène. Donc, c'est les produits qui favorisent le feu. Par exemple, l'oxygène, c'est un gaz comburant. Il favorise le feu. Mais pour qu'il soit feu, il nous faut les trois. Donc, le triangle
produits inflammables, ça veut dire combustible plutôt, carburant et source d'ignition, d'ignition, pardon. Donc la référence ici c'est toujours la même. Donc pour les locaux où on entrepose ces produits, aucun poste, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de 10 mètres d'une issue, pardon. Ça veut dire, pour les locaux qui représentent un danger d'incendie, c'est-à-dire on stocke les produits inflammables ou bien les produits comburants qui ne peuvent pas non plus être stockés ensemble, qu'est-ce qu'on doit respecter? C'est que il faut, euh, il ne faut pas dépasser plus de 10 mètres la distance entre le poste de travail et entre l'issue de secours. Comme ça, parce que le risque, il est plus élevé que la moyenne dans ces locaux. Pas forcément que le poste de travail existe dans l'endroit où on stocke ces produits, mais à proximité, par exemple. Alors, il faut avoir une issue de secours dont la distance entre l'issue de secours et entre le poste de travail ne dépasse pas 10 mètres. Par exemple, si vous êtes dans une entreprise et qu'on va faire des changements au niveau de l'infrastructure, on va créer un nouveau poste, on va créer un nouveau local, et que vous avez des endroits où on stocke des produits inflammables, vous pouvez faire la remarque, voilà, il faut respecter donc ces distances. Sinon, déjà, ça entre dans les obligations au niveau de la construction initiale du bâtiment. Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou de grillages, ceux-ci doivent s'ouvrir très facilement de l'intérieur pour faciliter, bien sûr, euh, l'évacuation. Il est interdit de déposer et de laisser séjourner des produits facilement ou extrêmement inflammables dans les escaliers parce qu'ils sont fréquentés par plusieurs personnes, les passages et les couloirs. Ça veut dire tout simplement qu'il faut avoir un lieu équipé d'armoires. Donc, voilà, pour stocker ce type de produits inflammables, il faut consacrer une zone spécialement dédiée. Il ne faut pas laisser ça donc dans les escaliers, les passages, les couloirs ou sous les escaliers, ainsi qu'à proximité des essieux et des locaux de travail et bâtiments. Toujours, ils doivent rester dans leur local désigné. Les récipients mobiles contenant des produits facilement ou extrêmement inflammables doivent être étanches. Donc, pour transporter ce type de produit, on utilise des récipients mobiles. Ils doivent être munis de rétention en cas voilà, de fuite et aussi ils doivent être étanches pour éviter les fuites. Si les récipients mobiles sont en verre, ils seront munis d'une enveloppe métallique également étanche. Donc ça c'est clair. Pour le côté déchets aussi, n'importe quel déchet contaminé par un produit inflammable, il doit être traité comme un produit inflammable. Donc les chiffons, les cotons et papiers imprégnés de liquide inflammable ou de matière grasse, la matière grasse aussi, elle est inflammable, doivent être, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches. Et aussi, il faut mettre le pictogramme. D'accord? Il est interdit d'y fumer, ça c'est clair. Cette interdiction doit être affichée en arabe et en français. Alors, on vous parle également de l'évacuation d'urgence et des issues de secours, comme on a mentionné tout à l'heure. Qu'est-ce que dit la loi exactement? Alors, vous avez les articles 281 du Code du travail et les articles 28, 29 et 30 de l'arrêté ministériel du 6 juin oula, donc 1429. Donc, vous avez les établissements doivent posséder des essieux et des gagements, c'est ce qu'on vient de vous mentionner tout à l'heure, judicieusement répartis afin de permettre en cas d'incendie une évacuation rapide. Judicieusement répartis, ça c'est dans la construction déjà des, des locaux, il faut respecter ça. Euh, pour donc faciliter rapidement l'évacuation du personnel et de la clientèle
dans les conditions de sécurité maximales. Le nombre des dégagements des locaux, globalement, ça veut dire les issues, ne doit pas être inférieur à 2 lorsqu'ils devront donner passage à plus de 100 personnes. Ça veut dire on sait qu'au niveau de l'entreprise, c'est possible, l'entreprise ou bien n'importe quel local, hein, n'importe quel organisme. Donc, euh, lorsque c'est possible d'avoir plus de 100 personnes dans l'endroit, que ce soit le personnel ou bien, par exemple, on a des visites, on a des clients, c'est un endroit qui peut occuper plus de 100 personnes, alors il ne faut pas avoir moins de deux issues de secours. D'accord? Donc voilà, par exemple, j'ai 100 personnes et j'ai une seule voie, ou bien un seul dégagement, ça c'est contre la réglementation. Mais encore une fois, ça c'est dans la première construction des locaux. On ne sait jamais, vous pouvez, euh, c'est une information à savoir, on ne sait jamais donc la situation dans laquelle vous serez. Ce nombre doit être augmenté d'une unité par 500 personnes. Ça veut dire, pour chaque 500 personnes de plus, on rajoute une voie de secours de plus. La largeur des dégagements ne doit jamais être inférieure à 80 centimes. Donc, les informations supplémentaires, et déjà ça, généralement, respecte que on trouve que l'entreprise est déjà là ou bien l'organisme il est déjà là. La société qui a fait la construction, donc il a déjà pris euh, ça en considération en fonction du nombre de personnes à évacuer. Bien sûr, il doit être supérieur euh, à mètre 50 et pour un nombre de salariés entre 21 et 100. Ça, c'est des dispositions en relation avec déjà la construction initiale du bâtiment. Toujours dans la lutte contre incendie, il y a des mesures destinées à combattre tout commencement de feu, donc il y a des exigences là-dessus. Voici la référence. L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour que tout départ d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu. C'est tout simplement ce qu'on vient de mentionner, mettre en œuvre les dispositifs, donc les extincteurs. Donc, chaque établissement doit posséder un nombre suffisant d'extincteurs maintenus en bon état de fonctionnement, d'une puissance suffisante et utilisant un produit approprié au type de feu. L'employeur doit consulter un service d'incendie compétent et agréé pour la détermination du type de nombre des équipements nécessaires. C'est-à-dire la première installation, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. euh, c'est pas le responsable HSE, c'est pas l'employeur, c'est un organisme compétent agréé. Vous pouvez trouver aussi, j'imagine, la liste. Oui, donc vous pouvez trouver la liste des établissements agréés, par exemple au Maroc, sur Internet. Donc pour savoir qui contacter. Euh, si ça c'est en relation avec la première installation, et en relation aussi avec les vérifications périodiques qui vont être faites. Alors sinon, pardon. Je vais partager un document. Excusez-moi juste une petite minute. Donc, je cherche un modèle de compte rendu.
Sinon, on va consulter un autre document pour pas perdre le temps en attendant que je trouve le document que je cherche. Sinon, les dispositions législatives qu'on a vues et aussi qu'on va voir, pardon, et aussi qu'on va voir dans la séance prochaine, ils vont être sujets d'un contrôle et d'un suivi. Donc, il vous faut une procédure. Donc, pour lier un petit peu avec tout ce qui est normes, tout ce qui est ISO, pour répondre aux différentes dispositions réglementaires, vous devez vous disposer d'une procédure de contrôle, euh, associée bien sûr avec un plan de contrôle ou bien une checklist d'audit réglementaire qui se base sur donc les différentes informations et exigences qu'on a partagées et qu'on va voir aussi dans le futur. Donc ici, c'est la procédure en question, un modèle bien sûr, qui va être associé à un registre de contrôle réglementaire. Donc en se basant, donc si vous faites quoi? Vous faites la collection des lois, on fait euh, sortir les exigences, on statue sur l'applicabilité de ces exigences, ça veut dire est-ce qu'ils sont appliqués à notre activité ou pas? Parce que s'il vous plaît, en plus de, des exigences générales qu'on va voir, parce qu'on ne peut pas voir tout, on va voir des exigences générales. Mais selon, encore une fois, le type d'activité, il y aura une législation spécifique pour votre activité. Si vous êtes dans les activités de soins, de santé, si vous êtes dans les activités de restauration, si vous êtes dans l'industrie et de la production, si vous êtes dans le BTP. Donc, encore une fois, il y aura une réglementation spécifique à votre activité. Donc, vous élaborez un registre interne pour le contrôle réglementaire. Alors, la démarche du contrôle réglementaire, en général, se fait par suite. Un contrôle, ça, c'est pas la veille réglementaire, mais c'est le contrôle euh, de la conformité. Contrôle journalier effectué par l'opérateur ou le technicien, cette tournée sécurité dont je vous ai parlé, ou bien autre, donc voilà, autre chose. Donc l'utilisateur de l'équipement est responsable de la vérification journalière du parfait fonctionnement des composantes de sécurité de son outil de travail. Là, on vous parle surtout des machines, par exemple, et des outils, que ce soit des outils mobiles, des outils portatifs, des outils, euh, les machines fixes. Donc, l'utilisateur, il est formé à l'utilisation de l'équipement et voilà, aux données de sécurité qu'il doit respecter. Et lui aussi, il est responsabilisé à faire une vérification. Vous pouvez inclure ça dans la fiche de données de la fiche sécurité, de la fiche de pouce sécurité de la machine ou bien de l'équipement. Qu'est-ce qu'il faut faire avant de commencer, les choses à contrôler et ainsi de suite. Notamment les composantes mécaniques, électriques et hydrauliques. En cas de constat d'un défaut, l'utilisateur est tenu de le signaler immédiatement au responsable chargé de son entretien. L'usage de l'équipement ne pourra s'effectuer qu'après une réparation complète et après un contrôle de sa conformité. Donc ça, c'est clair. Mais s'il vous plaît, vous pouvez toujours faire l'équivalent avec votre domaine. Si vous avez l'équipement, vous n'avez pas de machine, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire des contrôles. Ça peut être un simple contrôle, par exemple, je sais pas, donc de votre poste de travail, l'organisation de vos postes de travail, l'application des 5 S pour tout ce qui est propreté aussi, tout ce qui est salubrité. Il y a toujours un contrôle qui se fait et il faut responsabiliser la personne qui occupe le poste simplement pour faciliter la vie et pour que tout le monde aussi soit impliqué. Donc, responsabiliser les personnes, c'est aussi impliquer les personnes. L'utilisateur est tenu de le signaler. Donc, voilà, j'ai dit ça.
Ça, c'est pour le contrôle journalier. Il y a des contrôles périodiques qui vont être faits. Donc, les contrôles périodiques, les chariots, élévateurs, camions, ponts roulants, ponts élévateurs, palans, donc tous les appareils, voilà, les armoires électriques, etc., doivent être inspectés périodiquement afin de déceler toute anomalie ou toute défectuosité susceptible de provoquer un accident ou un dommage. Pour les fréquences, s'il vous plaît, et la périodicité fixée par voie réglementaire, moi, personnellement, je ne me rappelle pas des dates et de la périodicité, mais je l'ai dans un document et on va la voir dans la séance prochaine. Donc, le minimum, par exemple, pour les dispositifs de lutte pardon, contre incendie, quelle est la fréquence minimale de contrôle et tout ça. Donc, j'ai un fichier pour ça. La périodicité de contrôle est fixée selon le registre de contrôle réglementaire en fonction de l'usage de l'équipement et des exigences réglementaires aussi. Il y a un minimum, comme j'ai dit, fixé par le réglementaire, mais l'entreprise, il faut rajouter des contrôles périodiques selon le besoin pour ces équipements. Voilà. Donc, il y a une législation qui réglemente tout ça voilà, les appareils de levage, les armoires électriques, les dispositifs de lutte contre incendie, ainsi de suite. Un organisme agréé est chargé par l'entreprise pour effectuer les contrôles. C'est pas le responsable KHSE, c'est pas l'employeur non plus. C'est un organisme qui est agréé à faire ce type de contrôle parce que il faut des spécialistes qui connaissent l'équipement très bien, son fonctionnement et tout pour faire des vérifications périodiques en présence du responsable concerné, généralement le responsable QHSE. Dans son rapport, l'organisme agréé indique les défauts constatés et les mesures curatives et préventives à accomplir, la date du prochain contrôle à effectuer. L'expert de l'organisme agréé communique un rapport sur les contrôles réalisés ainsi que sur tes recommandations. Donc, le responsable qui est chez eux, il doit savoir ça. Il doit savoir qu'il y a l'existence de cabinets ou bien de spécialistes. Donc, l'employeur ou bien l'organisme, voilà, par exemple, j'arrive dans l'entreprise, je demande ces informations. On est sur quel niveau aujourd'hui? Quels sont les contrôles qui ont été faits? Quels sont les prochains contrôles? Vous demandez aussi les rapports de contrôle. Donc, si vous avez ce type d'équipement, quand est-ce qu'on a fait le tout dernier contrôle? Et ainsi de suite. Donc, il vaut mieux, dès le début, vous impliquer dans les choses. Donc, faites-vous impliquer dans toutes les choses qui ont une relation avec la sécurité et la santé, même si elles sont faites par d'autres organismes. Parce que toujours le rôle de pilotage, de surveillance, de suivi, c'est votre responsabilité. Vérification et contrôle après chaque réparation pour les machines et les équipements qui sont défectueux, par exemple. L'organisme chargé du contrôle périodique est sollicité pour effectuer un second contrôle après réparation. Il doit attester que les réparations sont faites dans les règles de l'art, l'équipement ne présente plus de danger et répond aux normes de sécurité requises pour l'exploitation pour vous donner, par exemple, une attestation de contrôle ou bien un certificat de contrôle. Un dossier d'entretien doit être mis à jour. Il est composé de la fiche de vie du véhicule, de l'engin ou bien de l'appareil de levage, qui comprend les dates d'intervention et l'organisme ayant effectué les interventions. Donc ça, c'est dans le cadre de la prise de décision fondée sur des preuves. Le principe qu'on a vu, s'il vous plaît, la qualité en général, quand on va faire donc une démarche, par exemple, 14 001 ou bien une démarche 45 001, on va la faire d'une façon qualitative. Donc, toute démarche dans l'entreprise, il est sujet de respecter les principes de la qualité. Pour que mon contrôle réglementaire soit qualitatif, je dois toujours garder des preuves tangibles, des fiches, dans des fiches. Vous allez remplir les dates d'intervention, les dates
et la nature des opérations maintenues, les descriptions des opérations de maintenance de l'équipement et le descriptif de toutes les interventions et modifications effectuées. Donc ça, c'est un modèle pour le domaine voilà, de production, bien le domaine des entreprises. Mais il y a toujours, vous pouvez toujours avoir l'équivalent donc, selon votre domaine. Si vous n'avez pas d'équipement sûr, vous n'allez pas faire un contrôle réglementaire pour les équipements, mais vous allez faire de contrôle dans d'autres choses. Pour, par exemple, le système de gestion de déchets, si vous avez des déchets dangereux, tout ce qui est bordereau de suivi des déchets, registre interne des déchets, et ça, on va le mentionner par la suite. Mais l'essentiel, c'est que vous devez avoir vos propres documents pour tout ce qui est contrôle réglementaire, contrôle de la conformité. Et un registre, bien sûr, ou bien un programme de contrôle réglementaire. Euh, voilà, par exemple, vous avez ici les différentes actions de contrôle à mettre en œuvre et vous faites la planification des contrôles, l'organisme qui va faire le contrôle et les observations issues du contrôle. Sinon, dans la séance prochaine, qu'est-ce qu'on va voir exactement? Donc, il y a des choses qu'on voit ici à travers la réglementation et qui vont aussi nous faciliter la vie avec la norme. Il y a des choses qu'on voit aujourd'hui. Lorsqu'on va arriver au point qui aborde ça, par exemple, le niveau de la norme, ça va nous faciliter la compréhension et l'explication. Je vais revenir vers la partie module. Donc, il y a des modules ici qui sont rapides, ça veut dire qu'on va faire rapidement. On termine aujourd'hui les dispositions générales et on va passer par la suite aux mesures, les mesures d'urgence aussi. On va passer aux mesures relatives à l'ambiance des locaux. Donc ici, on va parler surtout de l'ambiance des locaux, ça veut dire la température et autre chose. Donc les conditions de travail au niveau des locaux. Après l'hygiène et la sécurité, donc c'est un petit chapitre, donc on va les faire dans une seule séance avec la protection contre les risques. Au niveau de la protection contre les risques, on va voir le processus d'évaluation des dangers, santé et sécurité. Donc, comme je vous ai dit, lorsqu'on va arriver à la 45001, on voit déjà des choses, on a déjà vu des choses en détail. Et puis dans la 45001, on va juste voir ce que demande la norme pour associer entre la réglementation et la norme. Et puis, on va voir la prévention des accidents et l'élimination des déchets dangereux également. Donc, il y a des modules, comme j'ai dit, qu'on peut voir dans une séance, deux, trois modules dans une seule séance. Et comme ça, on arrivera donc à, par la suite, déclencher la 45. La séance de demain, s'il vous plaît, comme sur le planning, sera une séance pour la 14001. Donc demain, on va voir, on va revenir à la 14001 comme sur le planning. Voilà, si vous avez des questions, s'il vous plaît, je vous écoute avant de clôturer notre séance de ce soir. Alors c'est bon, je vous en prie. Merci à vous également. Je vous communiquerai toujours l'enregistrement et on se retrouve demain, Inch'Allah, pour compléter les ISO 14001.